Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire la deuxième vidéo concernant du coup l'analyse de la structure de marché selon la SMC, même si je vais pas utiliser que de la SMC, mais aussi d'autres bribes, on va dire, de théories diverses et variées. L'objectif, c'est de vous montrer, voilà, on a vu dans la première vidéo effectivement comment prendre des informations grâce à la structure de marché sans forcément utiliser d'indicateurs. Et là, on va voir comment utiliser finalement toutes ces informations en allant dans des time frames inférieurs pour pouvoir prendre position, soit pour de l'investissement, soit tout simplement pour prendre des longues et donc trader, que ce soit à la hausse en longue ou à la baisse en short. Donc, je reviens pas forcément sur tout ce qu'on avait fait déjà lors de la première vidéo, quand on avait décomposé le prix du coup en HTF. On va vraiment se concentrer sur cette partie-là. Pour le coup, on s'était arrêté à peu près par ici. Et donc on avait déterminé qu'on était parti sur une structure finalement bullish, puisque là on avait eu une période d'accumulation, puis ensuite une expansion avec un retracement qui avait parfaitement été, comment dire, avait parfaitement respecté le plan, puisqu'il était venu réagir dans un lobby en comblant le FVG qui est ici. Puis derrière on a eu notre changement de structure, un nouveau BOS, et là on avait le retracement de ce BOS, retracement qui finalement a donné lieu à une réaction dans cette zone. Et c'est vrai que quand on utilise par exemple les outils, on voit qu'on a une réaction assez puissante si on se place en daily, donc on va progressivement régresser en unité de temps. Et donc là, on voit que dans un premier temps, on a une bougie d'abord de rejet, donc, qui intervient bien dans l'order block, qui était à l'origine finalement du mouvement haussier. On comble bien le FVG qui est ici, et à partir de là, on va avoir une réaction qui a pour but, si on veut pour après se placer à l'achat, nous, on veut observer finalement, c'est une inversion de la tendance, qui est vraiment baissière. Et donc, pour inverser la tendance, l'objectif, ça va être finalement de casser ce haut. Pourquoi casser ce haut? Parce que c'est ce haut-là qui a permis la cassure du dernier plus bas, et finalement de créer un nouveau plus bas. Donc, normalement, quand le marché se déplace de façon linéaire, même si ce n'est pas toujours le cas, dans une tendance baissière, il va se déplacer finalement de point haut en point bas, et les points hauts et les points bas vont être de plus en plus bas. À partir du moment où on casse un plus bas ici, mais que derrière on recasse le plus haut qui était à l'origine de la cassure de ce plus bas, on a ce qu'on appelle une inversion de structure. Et donc, ça peut potentiellement après, c'est pas tout le temps le cas, des fois ce sont des pièges, hein, mais on va voir potentiellement après ce qu'on appelle un retracement dans la zone finalement de l'order block qui était là, on pourra après repartir à l'achat et faire une inversion de tendance. Donc là, on partira finalement dans une tendance haussière. Notre objectif finalement, c'est pas forcément de prendre position tout de suite. Euh, bon, si vous êtes sur de l'investissement, c'est toujours une bonne zone pour investir, hein. Mais par exemple pour trader, l'objectif ça va être surtout de prendre son temps pour bien analyser finalement le graphe et simplement voir ce qu'il nous propose. C'est-à-dire, est-ce on a bien finalement inversé cette tendance baissière, est-ce qu'on repart bien à l'achat? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dès maintenant. Donc si je poursuis, on voit finalement que là on a eu voilà, une bougie de rejet, là on a un retest de cette bougie. Et là on a une vraie bougie haussière, d'accord? Donc avec beaucoup de volume, qui nous montre que déjà on a une intention acheteuse. C'est-à-dire que la zone, l'order block ici, a bien fait réagir le prix. Ensuite, on va attendre du coup d'avoir confirmation, voilà, de structure. Donc là, on a effectivement notre choche, d'accord? Donc, on voit bien que ce plus haut n'a pas été respecté. Normalement, si on avait voulu poursuivre la tendance baissière, ce qu'on aurait voulu, dans l'idéal, ça aurait été un retracement dans cette zone pour poursuivre la baisse. Or là, au contraire, on a eu une cassure. Cette cassure, elle n'intervient pas n'importe où, elle intervient dans une zone, finalement, en tout cas, elle a pour origine une zone qui était déjà spotée à l'avance, qui était vraiment intéressante. Et on voit que la réaction, elle est saine. C'est certaines choses. On a donc là notre prise de liquidité et notre choche. À partir de là, notre but, ça va être finalement de décomposer ce mouvement pour pouvoir trouver éventuellement une zone d'intervention. D'accord? Donc là, il faut refaire toute la structure à l'intérieur. Donc pour ça, on redescend finalement en 1 heure. Et là, on va tout simplement revenir par là et on va décomposer. Là, on voit que finalement, on a une réaction. Après, on a un retest ici. On prend la liquidité qui est là. D'accord? Hop. Donc là, je décompose tout hein, pour vraiment vous montrer on va dire
la méthodologie derrière chaque prise de position. Et là, on est en train de faire la structure mineure du mouvement majeur qu'on a vu en daily. On le fait en 1 heure. Donc là, on a un premier BOS. Ce qu'on observe après, c'est que finalement, cette zone-là n'a pas été utilisée après pour finalement partir à l'achat. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé plutôt sur le FVG qui était ici. Donc là, on est venu combler finalement ce FVG, et après on est parti à l'achat. Donc déjà, la première chose qu'on peut observer ici, c'est que si on prend ce point bas, ce point haut là, on ne retrace pas tout à fait dans les 50%. Donc, on peut considérer ça comme un BOS, mais c'est risqué, dans le sens où on a deux informations qui nous montrent que d'abord on a réagi dans la VG, on n'a pas réagi forcément dans une zone dite d'order block, qui aurait pu être ici ou ici. Et deuxième chose, on n'a pas vraiment retracé de 50%. Et on n'a pris qu'une seule liquidité qui est là. Donc, c'est une première information qu'on peut avoir potentiellement juste une simple prise d'utilité ou carrément une fausse structure. D'accord? Donc je vais le mettre là. Je vais mettre tout simplement ou BOS. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Ensuite, on voit que là, on est en train finalement de créer de la liquidité. Hein. C'est une forme de trendline de liquidité. C'est-à-dire que le prix, pour le moment, n'a pas forcément assez de force pour pouvoir continuer à plaindre. Donc il est en train de créer de la liquidité qui viendra reprendre pour pouvoir repartir. Donc on attend. Donc là, on voit qu'on a notre prise de liquidité. On constate qu'on réagit finalement dans cette zone ici. D'accord? Et après, logiquement, on va repartir à l'achat, sauf s'il décide d'aller plus bas. Alors, je vais augmenter un peu la time frame. Donc là, on continue la structure. On voit que finalement cette liquidité qui était là a été prise ici. Je vais enlever les barres de volume. Là, on réagit finalement dans cet order block que je ne vais pas décomposer pour l'instant, hein, qui était à l'origine du mouvement aussi. Et là, on est en train de recréer finalement de la liquidité. Donc on poursuit la hausse. Ok, donc là, on voit qu'on a une hausse assez intéressante. Maintenant, c'est vrai que quand on part d'ici et qu'on compare jusqu'au plus haut là, on voit qu'on ne retrace toujours pas dans les 50%. D'accord? Et même si on part finalement de ce niveau-là, on voit que là, on retrace même carrément pas du tout les 50%. Donc ça veut dire que cette zone-là, potentiellement, tout ça, c'est une utilité. C'est une zone qui peut être amenée à être revisitée pour pouvoir réagir dans la vraie zone qui serait quelque part ici. Pour le moment, on n'est pas encore là, parce que notre objectif, je vous rappelle, hein, c'est de venir d'abord créer le choche ici, en H4, pour me dire, ok, là potentiellement, on a un renversement de tendance, donc tout ça, ça va nous servir de structure pour pouvoir après partir à l'achat. Ce travail-là, normalement, il doit être fait, le travail qu'on est en train de faire, il doit être fait au fur et à mesure, mais il doit surtout être fait si jamais on a le choche. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut se dire, ok, on repasse acheteur, et donc on fait tout ce travail de structure interne. C'est ce qu'on continue de faire. Donc là, on voit qu'on continue de progresser. On voit que le prix, finalement, a continué à casser sa structure haute ici, mais vu qu'il n'a pas vraiment retracé de 50%, c'est pareil, on peut considérer ça finalement comme une fausse structure. Dès lors, on voit que là, il crée de la liquidité en interne. C'est ce qu'on appelle finalement de la liquidité au-dessus du prix, qui permet au prix de consolider, puis de prendre l'équilibre pour poursuivre le mouvement acheteur. Puisque l'objectif de ce mouvement, c'est pas de faire des petits retracements parfaits, mais c'est d'aller finalement casser ce top ici. Donc on regarde ce que fait le prix. Effectivement, il prend la liquidité. Il la prend en 2 temps. Et il part à l'achat. Donc on a finalement en 2 temps prise de liquidité ici. Et là, on a une prise de liquidité supplémentaire. Pourquoi? Parce que la zone dans laquelle le prix a réagi, finalement, c'est la zone à l'origine de l'impact, c'est-à-dire l'ordre bloc qui était là. Donc à partir de là, on a notre choche. Donc là, on doit se poser la question sur quelle va être notre zone d'intervention. C'est-à-dire qu'il y a la structure mineure, et après il y a la structure majeure. Quand on regarde la structure majeure, on voit que finalement, voilà, on a ici un BOS,
d'accord, normalement. Là aussi, on a un BOS. Sauf que on sait que cette structure mineure a servi au prix pour pouvoir monter et créer le shosh. À partir du moment où le shosh est créé, toute cette zone-là peut devenir potentiellement de la liquidité pour le retracement. C'est-à-dire que là, on a eu l'impulsion. Logiquement, après une impulsion, on a ce qu'on appelle un retracement. Après, il y a différents niveaux de retracement, on peut utiliser des outils pour les déterminer. Et juste avec la structure de marché, déjà, on peut déterminer quelles vont être les zones potentielles. Donc déjà, on sait que voilà, on a cette zone-là, qui va être une zone de liquidité, et on a cette zone-ci qu'on a déterminée tout à l'heure comme potentiellement étant une zone de liquidité. Donc on va laisser le prix se poursuivre. Donc là, on voit qu'on a finalement un top de notre structure. Donc c'est-à-dire que là, on a eu un plus haut ici qui est plus haut que le haut précédent. Donc pour le moment, on a bien une inversion de structure qui est respectée. Là, notre objectif, c'est de trouver une zone d'intervention pour pouvoir partir à l'achat, finalement aller viser cette liquidité qui est en train de se créer là-haut. Donc potentiellement, on voit aussi qu'on a finalement une prise de liquidité ici, et que là-haut, il nous reste énormément de liquidité à prendre. Et que là, on a ce qu'on appelle des equal high. Ça peut être effectivement une zone intéressante à viser si le prix devait retracer et nous offrir un setup de longue. Donc à partir de là, notre but, ça va être de trouver la zone d'intervention. Et pour ça, déjà, il y a un premier principe, c'est de regarder effectivement si le prix retrace bien de 50%. Sur toute l'impulsion, on sait qu'a priori, il va y avoir deux zones possibles. Une zone proche des 50% qu'on appelle l'équilibrium, et une zone dite finalement de démarrage, qui va être proche de l'origine, enfin plutôt du point d'origine à l'initiative finalement de ce pump. Donc maintenant, le but, ça va être de trouver la zone. Et donc forcément, nous on a dit que là, on avait potentiellement la liquidité, ici la liquidité. Donc le prix, quand il retrace, toujours pour reprendre une liquidité, donc au minimum, ce serait pour reprendre celle-ci, et avoir une zone d'intervention là. Ou alors prendre en plus cette liquidité pour intervenir là. Alors là, on voit que ici, potentiellement, on aurait cette zone-là peut faire réagir le prix. D'accord? Je dis bien un petit peu, parce que cette zone se base quand même sur une structure qui n'est pas nette. On a vu que ce n'était pas des retracements de 50% à chaque fois. Donc il y a une possibilité que ce soit finalement une smart money trap, c'est-à-dire un piège acheteur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir une réaction ici qui soit intéressante et qui nous permette d'acheter. Si c'est pas le cas, on reste tranquille et on attend finalement la zone d'en dessous. Donc là, quand on regarde la zone d'intervention possible, c'est celle-ci, qui est l'order block par excellence. Maintenant, il y a deux choses. Le problème, c'est que d'abord, c'est une zone qui est très très grande. On va pratiquement des 10 pratiquement jusqu'au 12. Et ensuite, on voit que finalement, cet order block a déjà été mitigé. C'est-à-dire qu'on a déjà activé les ordres qu'il y avait là-dedans, on a déjà retesté. Donc, normalement, l'order block n'est plus valide. Donc là, ce qu'il convient de faire, c'est finalement de redescendre en unité de temps, pouvoir affiner l'order block et trouver une zone qui corresponde finalement à ce qu'on cherche. Donc on descend en 12 heures. En 12 heures, on voit finalement que cet order block a été mitigé par celui-ci, mais celui-ci n'a pas été encore mitigé, donc il n'a pas encore été travaillé. Ce qui veut dire que potentiellement, là, on a une zone d'intervention. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement régresser en unité de temps. Si on descend en 8 heures, on voit qu'on a toujours à peu près la même chose. Et quand on redescend en 6 heures, on voit qu'on a à peu près finalement cette zone-ci. Si je descends en 4 heures, c'est plus ou moins la même chose. Donc il n'y a pas besoin de redescendre forcément plus, parce que plus on descend, plus ça devient flou. Alors que là, on voit très bien finalement qu'on a une zone d'intervention qui n'a jamais été exploitée, tandis que celle-ci l'a été. Mais là, on s'est appuyé finalement sur le SVG et on a poursuivi le mouvement. C'est comme si finalement, toute cette zone, c'était de la création d'utilité pour pouvoir travailler dans cette zone et repartir à l'achat. Et donc, on voit effectivement que là, si j'enlève cette zone de demand, si j'enlève cette potentielle smart money trap, on a finalement toute cette zone comme étant de l'équité. Là, on a des equal low. Et finalement, si on se place d'un point de vue price action, là, on aurait ce qu'on appelle une trendline utility.
D'accord? Je vais la laisser comme ça. Hop. Alors, donc si on continue et qu'on suit ce que nous fait le prix, on va essayer de déterminer finalement euh, quelle va être, euh, quelle va être finalement la zone normalement de démarrage, c'est celle-ci. Après, on peut avoir une réaction potentielle avant la zone de démarrage. Mais il faut du coup descendre l'unité de temps pour avoir des confirmations. Ok, donc là, la première chose, hop, je bloque. Donc là, la première chose, c'est qu'on voit qu'on casse finalement cette trendline liquidity. Donc, normalement, voilà, en price action, quand on casse une trendline, on s'attend à un retest de la trendline. Après, si on réintègre pas au-dessus, normalement, c'est pour partir à la baisse. Ça, c'est une première information. C'est-à-dire que là, on voit que ce plus bas, finalement, doit tenir si on veut vraiment poursuivre la hausse. Donc on attend, on voit qu'on a une cassure assez nette. Donc là, on a une prise de liquidité finalement. Et on pourrait presque voir aussi finalement une prise de liquidité ici, et là un shosh. Mais ce shosh est un shosh mineur, parce que le shosh majeur il est là. Avec l'inversion de structure, majeure elle est ici. Ça c'est juste ici un retracement de l'impulsion qu'on a eu ici. Donc pour qu'on ait vraiment finalement une poursuite de la baisse, il faudrait qu'on casse le plus bas qui est ici. Ce qui, voilà, compte tenu, on va dire, de la structure de marché actuelle, n'est pas le scénario privilégié. Une fois qu'on a eu cette prise de liquidité, on voit qu'en fait, on prend toute la liquidité qui était ici. Hein. C'est-à-dire que là, on avait une liquidité qui était là, qu'on est venu renforcer ici pour pouvoir finalement finir notre choche. C'est appuyer sur des petites liquidités en interne, et derrière, on la prend, et là, on a une réaction. Sauf que, est-ce que cette réaction, elle a pour vocation finalement d'aller casser le top ici et de créer le nouveau BOS? Pas forcément, parce qu'on sait que du coup, il nous reste toute cette liquidité qui est en bas. D'accord? C'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit. Donc là, on observe tout simplement ce que nous fait le prix. Donc là, on voit qu'on a un retest finalement de la trendline et qu'on repart à la baisse. Donc ça nous montre que le prix n'a pas de force, n'a pas assez de force pour aller plus haut. Donc que cette zone ici n'est pas la zone d'intervention. Forcément, elle va être plus basse, parce que le prix a besoin de plus de liquidité. Dès lors, on peut aussi observer qu'on a finalement une trendline qui se dessine à ce niveau-là. Donc là, c'est une trendline qui est très intéressante, qui nous permet justement d'avoir une vision à moyen terme euh, de liquidité à aller chercher pour pouvoir jouer le long. Je vais laisser ça comme ça. Hop. Je vais mettre un X pour montrer que c'est de l'équité qui va être prise. Et on continue. Donc à partir de là, je peux concrètement me dire que voilà, cette zone-ci, alors je peux prendre plus large si je suis pas à l'aise et que je suis en investissement, mais pour un long, par exemple, je peux déterminer cette zone comme étant finalement ma zone d'intervention, dans laquelle je vais placer un ordre. D'accord? Donc là, je place tout simplement mon stop loss sous la zone de demand qu'on a déterminée, et ça devient potentiellement la zone d'intervention pour pouvoir après, dans un premier temps, viser ce plus haut ici, et dans un deuxième temps, les liquidités qui sont là au niveau des 20 dollars. Hop. Là, je laisse le prix évoluer. Ok. Donc on voit finalement que on a été fil, hein, le prix a dû parfaitement réagir dans la zone qu'on avait déterminée. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, donc on a deux options, on va dire. Soit on a l'option un peu plus safe qui consiste à faire ce qu'on vient juste de faire, c'est-à-dire prendre un long avec un ordre limite dans cette zone. Ou alors on n'est pas forcément confiant, donc on va attendre d'abord une réaction du prix dans cette zone pour pouvoir après entrer en position. D'accord? Donc ça, c'est les deux options pour pouvoir jouer safe. Maintenant, on peut aussi attendre une réaction ici en LTF, c'est-à-dire descendre en unité de temps, et trouver finalement un setup qui nous permette de rentrer pour pouvoir diminuer notre ratio de risque-récompense, du coup augmenter les gains potentiels. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ça, c'est vraiment les deux possibilités, sachant que pour le coup, moi j'étais rentré en ordre limite dans cette zone, et j'avais aussi pris un ordre
du coup, market en LTF, j'avais tes stop loss. Et du coup, j'ai retravaillé après en, comment dire, en backtestant pour pouvoir trouver une entrée, enfin l'entrée qui aurait correspondu, quoi. Je vais vous montrer du coup quelle a été mon erreur. Je dis pas de bêtises, c'est pas que j'ai été stop loss, je crois nécessairement que j'ai pas été fill. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc là, si on redescend finalement, on va dire 15 minutes, on voit que là, à partir de l'impact, c'est assez flou, d'accord? Donc on peut pas vraiment déterminer facilement notre zone d'intervention. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on regarde dans le détail où est-ce on peut intervenir. Donc là, on a un premier impact, et on voit finalement que notre order block, normalement, euh, comment dire, qui va être l'order block par excellence, ça va être celui-ci. En plus, on voit que là, on a un FVG, d'accord? Et ici, on a des liquidités. On a deux mèches de liquidités. Donc moi, j'ai pris un premier ordre limite dans cette zone, que je vous ai montré tout à l'heure, mais j'avais aussi mis un ordre limite dans ce petit order block, qui n'a pas été fill, et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, ce que j'attendais finalement, c'est une réaction qui permette de casser ce plus haut ici. Donc ça nous aurait permis de faire un mini shosh en 15 minutes, donc c'est un shosh mineur, et après potentiellement trouver une zone d'intervention pour pouvoir partir à l'achat. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc là, on voit qu'on crée notre shosh mineur, et derrière, on a la liquidité, on a le VG, on a la zone de demand. Sauf que, on voit que le prix, au lieu de redescendre, il est en train de créer de la liquidité ici. Généralement, quand le momentum il est assez fort, le prix aura tendance à faire ça. Bitcoin le fait, les Alpes le font, le Gold le fait aussi. C'est des assets qui sont très impulsifs. En fait, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur des zones de continuation. C'est-à-dire que là, si on part d'ici et qu'on monte jusque là, on se rend compte que on a certes la zone de démarrage qui est tout en bas, et qui serait l'order block par excellence avec la liquidité, mais on a aussi la liquidité qui s'est créée au-dessus. Et on a aussi un FVG qui est là. D'accord? Donc on a aussi un FVG dans cette zone. Et on a une zone d'intervention qui est juste là. On appelle finalement un hidden base, ou un inside OB. Et cet inside OB intervient dans la zone des 0,50. Donc cette zone-là, potentiellement, c'était une zone d'intervention. C'était une zone d'intervention dans laquelle on pouvait mettre un ordre limite. Tout en sachant qu'il y a une zone en bas qui nous permet aussi de rentrer en position. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est simplement se dire, bah, je tente par exemple 0,5% de longue là-dedans, puis si ça marche pas, je remettrai 0,5 ici, tout simplement. Chose que je n'ai pas faite, hein, je précise, je dis juste que voilà, c'est normalement ce qu'on aurait dû faire, idéalement, pour après entrer en position, et vous verrez que du coup, ça a une conséquence après sur le risque reward, parce que tout simplement, le stop loss n'est pas le même. Donc là, on voit que le prix continue, il crée la liquidité, et là, quand il nous déclenche, finalement, c'est un RR qui va être beaucoup plus conséquent. Pourquoi? Parce que on est quand même au démarrage d'une zone H4. Je vais juste augmenter un petit peu. Si on prend un peu de recul, on voit finalement qu'on est toujours dans la zone de démarrage H4, et là, on sait qu'on a eu une réaction qui était forte, que l'objectif, c'est d'être dans la continuité de ce shosh, c'est-à-dire de créer le nouveau BOS qui va être ici, casser cette trendline, parce que tout ça, c'est de la liquidité, et d'aller prendre les liquidités qui sont au minimum ici, au niveau des 19, voire potentiellement aller jusqu'au 31 ici, c'est-à-dire créer le BOS majeur. Donc là, normalement, mon TP, ça doit être la même zone, c'est-à-dire c'est au minimum les 18 pour créer le nouveau BOS, et au maximum, on va dire les 20 pour prendre les liquidités qui sont à ce niveau-là. Et là, on voit qu'il y a quand même une différence entre le fait de jouer safe, voilà, en bon père de famille, de rentrer avec un ordre limite dans une zone plus large. On aurait quand même un ratio de 13, donc c'est quand même intéressant, parce que si vous rentrez avec 100 euros, potentiellement, vous pouvez faire jusqu'à 1300 euros sur ce trade.
Ce serait dans l'optique où vous ne prenez pas de profit partiel tout au long du trade, hein, parce qu'après il y a des profits partiels à prendre, par exemple, à chaque fois qu'on dépasse un BOS, on peut prendre 25% et laisser 10% pour prendre un TP au top. Tandis que là, si on regarde bien, on a un ratio de 78, d'accord? Donc c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, si on rentre avec même avec 10 euros, potentiellement, on peut faire vraiment une bonne performance, d'accord? Donc c'est juste pour vous montrer les possibilités qu'il y avait sur Link, donc c'est les possibilités que j'ai prises. Moi, j'ai pas pris ce trade-là, j'avais pris celui-ci. J'ai TP du coup au niveau des 20. Donc si vous voulez, je peux vous montrer, hein, parce que je sais qu'après les gens sont un peu dubitatifs. Mais je l'avais annoncé sur le groupe Money or Nothing, et j'avais montré que la Chainlink, donc j'avais bien pris position ici, ça date bien euh, du 8 juillet. J'avais potentiellement montré voilà, qu'on était dans une zone intéressante. euh, et que moi, bon, j'étais pas forcément confiant à 100%, c'est pour ça que j'ai que comme ici au nom de la casse sur la trendline, je dis que là, il y avait forcément un long à jouer pour au moins aller jusqu'ici, ce qui me paraissait logique. Et effectivement, on a vu que le prix a parfaitement respecté ce setup, puisqu'on a eu un premier coup d'arrêt sur la trendline qui était logique, puis après on l'a cassé, on s'est réappuyé dessus, et ensuite, tout simplement, on est parti à l'achat. Donc, vous voyez que finalement, à chaque fois qu'on casse une prise d'équité, on a une réaction, des fois plus importante, mais on a toujours une réaction à chaque fois qu'on prend finalement une équité, qu'on crée un nouveau BIOS. Donc là, ça a été le cas, ça a été le cas ici aussi, et ça a même été le cas un petit peu là. D'accord. Et ça a été forcément le cas ici, c'est qu'on a eu un pump, on a eu une réaction, pour aller après chercher les 20 au-dessus. Le prix est monté beaucoup plus haut. Moi, j'ai coupé ma position ici parce que c'était mon TP final. Maintenant, il y avait une possibilité effectivement de rentrer en position ici. Tout simplement parce qu'on avait un OBH4, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là. Je vais pas redécomposer tout ça, parce qu'en plus, j'ai même pas pris ce trade, mais dans l'idée, je crois que c'est celui-ci qui a permis de pump. Non, même pas. C'est descendu beaucoup plus bas. Et là, on en est à peu près par ici. Voilà, donc sur Link, bon, je reste assez confiant sur le fait que normalement, les 30 devraient sauter. Dans le sens où c'est pas vrai pour toutes les cryptos, il y a beaucoup de cryptos qui ont fait des énormes pumps justement en 2024, qui ne reviendront pas à leur niveau, qui ne reviendront pas à leur niveau, comment dire, à ce niveau-là, parce que tout simplement, voilà, bon, pour la plupart des shitcoins. Link, c'est différent, c'est un projet qui est très solide, qui a des partenariats, notamment avec Mastercard, qui est quand même le leader dans son domaine. Donc, je pense que voilà, il y a la place pendant les 2 derniers mois là pour aller casser finalement ce top. Pourquoi pas aller un peu au-dessus, hein, au niveau des 35. Je ne vois pas forcément aller plus haut, mais après voilà, faut rester froid. Je pense que voilà, si vous avez du Link en portefeuille, en tout cas, moi je ne vendrai pas maintenant. J'attendrai au moins de casser le top pour prendre des bénéfices. Et ensuite, potentiellement baisser un moon buy si le prix devait aller plus haut. Ici, bon, pour le moment, moi, je reste assez dubitatif, mais il faut quand même garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que la plupart des grosses perfs se font finalement à la toute fin du bull run, hein. On a des énormes pumps qui durent près d'une semaine, et c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir prendre des profits. Donc voilà, une target intéressante, ce serait au niveau des 30, et après, vraiment, si on prend large, c'est l'ancien ATH, donc qui serait au niveau des 50, même si potentiellement, je pense qu'on voilà, on s'arrêtera sans doute au niveau des 35K. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.